Est-ce qu'il existe toujours pour vous? Il y en aura toujours, oui, mais c'est pire qu'avant, donc bon. Ouais. Parce que non, ça avait bien avancé, vous aviez fait avancer les choses à un moment. Là, vous pensez qu'on a reculé? Non, ça s'est tassé avec le temps. C'est ça. Et aujourd'hui, comment vous définiriez le mouvement des Gilets jaunes, Maxime et vous? Je me dis, on est quand même 4 ans après, on est toujours en train de poser la question si on est toujours là. C'est ça, ouais. Je sais pas. Je pense que dans le public, là, il y a plein de gens qui savent pas payer leurs factures ou qui se galèrent à se poser la question de savoir s'ils vont pouvoir le faire. Je pense que quand on voit les blindés de la gendarmerie qui viennent d'être livrés, on s'attend pas à recevoir des fleurs et de se faire recevoir pour essayer de se faire comprendre. Je pense que la situation... En fait, pour vous, vous dites qu'ils sont plus aussi visibles qu'avant. Mais les Gilets jaunes, en fait, pour vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les Gilets jaunes, c'est les citoyens qui souffrent, c'est ça? On a expliqué dès le départ que le fait d'avoir un gilet sur le dos, ça voulait rien dire. Il y avait toutes les classes socio-professionnelles qui étaient dans la rue. Il y avait des juges, des avocats, des policiers, des pompiers, tout le monde en fait, qui dénonçait la même chose. Et on est sur une émission de divertissement ici. Magazine, divertissement, ouais, on fait de tout. Hein. Parce que divertir, ça veut dire détourner l'attention. Ouais. Et c'est ce qui a été fait pendant 4 ans. Détourner l'attention des gens qui pouvaient se poser la question de savoir ce qu'on faisait dans la rue, alors que c'était plutôt très clair. Qui a détourné l'attention? Je sais pas, vous regardez le traitement médiatique de ce qui a été fait pendant 4 ans. Vous êtes, en tout cas, la plupart des médias se sont attaqués à Éric Drouet, moi, Jérôme Rodriguez, en essayant d'aller chercher si on était d'extrême droite, d'extrême gauche, antisémite, raciste, homophobe, sexiste, donc si on avait des antécédents au collège, ou si on avait vous pensez que tout ça a été fait pour tuer le mouvement et pour mettre la lumière? pour essayer de... de... qui a été fait pour bien sûr. De toute façon, hein, les amendes, les arrestations, les condamnations... Maxime et Éric, moi je trouve que c'est intéressant ce que vous dites là, tous les deux. Vous pensez à quel média? Dites la vérité. Tous, sans exception. Tous. Tous, même ici. Quand on est arrivé ici... Ici, on est... Ouais, mais après, tout a été tourné dans le sens où il fallait arrêter ce mouvement-là, où c'était des casseurs, etc. Non, on a plutôt défendu les Gilets jaunes. C'était tourné sur le mais ça a vite tourné... Vous étiez le premier à leur donner la parole. Je pense qu'il y a une différence entre donner la parole... Vous regrettez maintenant? J'ai jamais dit que je regrette quoi que ce soit. Au contraire. Non, il y a eu un petit accrochage pour un jour avec... pendant 4 ans et de continuer à le faire et de la manière dont je le fais. Par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on puisse dire qu'on nous a donné la parole quand tout ce qu'on disait pouvait être retenu contre nous. C'était presque un jugement. Et le moindre dérapage, parce qu'effectivement, moi, quand je suis arrivé, ou Éric, quand on est arrivé sur des plateaux de télévision, on n'est ni politologue, ni sociologue, ni géopoliticien, ni mathématicien. Vous n'avez pas l'habitude de la télé, en vrai. Et la moindre petite erreur a été utilisée pour discréditer un mouvement entier de gens qui luttaient et qui s'en prenaient plein la gueule dans les rues pendant 4 ans. Et qui continuent toujours. Je veux dire, qu'est-ce que ça a donné, ça? Ça a donné des gens qui se sont fait mutiler. Ça a donné des gens qui ont été emprisonnés. Une mutilation, c'est pas un débat sur un plateau de télé. C'est une main arrachée, c'est un œil en moins. Il y a des gens qui sont morts aussi dans le mouvement. Il y en a 11 qui sont décédés. On parle de vie enlevée, là. On parle pas non plus de débat sur un plateau de télé ou de temps de parole donné. Maxime et Éric, je vous sens tous les deux, je vous sens triste. Je vous sens, je sais pas, je vous sens un peu désabusé. Et vous dites, 4 ans après, il n'y a rien à bouger. On peut que être déçu quand on voit ce qui se passe maintenant. Hein. Moi, j'ai un garage, j'ai des gens qui passent au garage, on me dit c'est encore pire qu'avant. Vous êtes sortis pour 1,40 € le litre et on est à plus de 2 €, quoi. Ah oui. C'est ça. Moi, je suis pas c'est regrettable, hein, vraiment, c'est de pire en pire. Hein. Éric, ce serait quoi la solution alors aujourd'hui? Éric et Maxime, c'est quoi aujourd'hui? 4 ans après, vous êtes prêts tous? Est-ce que vous êtes prêts à ce qui va se passer là? Dites-nous alors. Je sais pas. Vous n'avez pas l'impression que... Vous allez renfiler les gants, quoi. Je sais pas. C'est bien possible parce que vous étiez pas loin de gagner, de décrocher la timbale. Il y a eu la méthode de discussion sur des plateaux de télé. Il y a eu la méthode de tentative d'essayer de mettre des revendications en avant. Il y a eu des tentatives du gouvernement de venir discuter avec nous. Parce qu'on a été invités à Matignon. Vous avez vu qui? On a refusé d'y aller parce qu'on voulait que ce soit transparent et j'ai encore les textos sur mon téléphone si vous voulez. On nous a refusé la transmission en direct. Il fallait qu'on soit dans un bureau tranquille. Ouais, je me souviens. Moi, j'ai réussi quand même à transmettre en direct. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe, Éric? Éric qui a pris... Je crois que c'est à cause de ça, d'ajourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, Éric? Non, on nous avait interdit à chaque fois les caméras, tout ça. Moi, j'avais fait un live quand même avec le téléphone, mais... D'accord. Aujourd'hui, donc, Maxime, tu vas nous dire, vous imaginez bien ce qui s'est passé. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, après tu vas nous dire, c'est vrai que nous, et ce qu'on a dit ici, nous, les Gilets jaunes, on l'a toujours dit, c'est des Français qui souffrent. Oui. On en a reçu plein ici, et on le sait, et ils souffrent toujours autant. C'est des mecs et des Français qui n'arrivent pas le 10 du mois, qui se disent je vais manger quoi le 11 ? Mais c'est pas forcément des Français, en fait. Au bout de 4 ans... Non, mais moi, j'ai fait des conférences partout en Europe pour expliquer ce qui se passait en France en parlant de la violence policière, la violence étatique. Par exemple, en Grèce, c'est la même chose.
Au Portugal, c'est la même chose. Oui, mais Quand le mouvement a été lancé, ça a été suivi dans 47 pays du monde. C'est pas français, c'est systémique. En tout cas, nous, on parle de la France, parce que voilà, ici, on Oui, voit mais ce qui va ça se passer change en pas le France. problème. Donc aujourd'hui, c'est quoi le problème pour vous? C'est que vous avez un système qui est en train d'arriver au bout, parce que la planche à billets ne marche plus, parce que les ressources, elles ne sont pas infinies, parce qu'il y a des grandes puissances qui vont se faire la guerre bientôt et qui commencent déjà à se la faire pour des ressources qui vont commencer à manquer pour faire rouler leur Ferrari ou voler leurs Airbus ou je sais pas encore quelle connerie. Là. Et pendant ce temps-là, on tape sur la gueule des gens qui veulent juste vivre. Pas survivre, vivre. Donc on va aller dire, je sais pas, respirez d'un poumon, mettez le chauffage à 19 degrés, arrêtez de vous plaindre. Et dans le même temps, ceux qui vous disent ça font un G20 en allant tous là-bas en jet privé et en consommant je sais pas combien de milliers de litres de kérosène. Ouais. Juste, Éric et Maxime, est-ce que ça vous a porté préjudice d'être les leaders de ce mouvement aujourd'hui? Non mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? 4 ans, Ouais. on a toujours dit qu'il n'y avait pas de leader. Et je vois les leaders du mouvement. D'accord. Je sais pas qui a fait le titre, mais il va falloir qu'ils prennent les cours. Ça fait 4 ans qu'on lui dit que c'est pas le cas. Mais bon, il n'y a Alors pas on eu de met leader. quoi? Alors des gilets jaunes. On est des personnes qui ont été médiatiquement impliquées sans le demander en plus, parce que moi j'ai jamais demandé à venir sur un plateau de télé, c'est toi qui m'as invité. Bien sûr. La première fois. Ouais, mais j'ai bien fait de t'inviter. Et c'est pas une question de... Je sais pas si t'as bien fait, parce que ma vie après, c'était pas tout rose. Oui, mais alors, mais bon, à un moment, il fallait bien aussi parler du mouvement. Et... Parce que c'est une méthode de fonctionnement que vous avez tous dans la tête. Il faut qu'il y ait des représentants. Pour dire quoi? Pour dire quelque chose que l'autre va contredire, que l'autre va contredire. Je m'attendais d'ailleurs à voir sur le plateau d'autres personnes qui étaient impliquées médiatiquement, peut-être pour essayer de faire du scandale, alors que je leur en veux pas. Chacun a fait comme il voulait. De qui tu veux parler? Chacun a défendu ses opinions comme il le souhaitait. Eric a fait d'une certaine manière, j'ai fait d'une certaine manière, Priscilla a fait d'une certaine manière, et on continue tous d'une certaine manière. Mais là, on parle de la vie des gens. Enfin, je sais pas, il y a 11 millions de personnes dans ce pays qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais c'est pour ça qu'on vous a invité. Les suicides explosent partout, dans toutes les branches sociales. C'est une catastrophe. Maxime, Et on est encore là à se poser des questions pour savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on vous invite. Ça fait extrêmement peur, hein, l'électricité, l'essence, le gaz, tout là. Hein. À partir de janvier, ça va être... Ça fait tellement peur que les pays s'y préparent. Emmanuel Macron, il a commandé 67 millions de munitions de fusils d'assaut et 90 blindés qui sont en train d'être livrés là, les mêmes qui sont utilisés en République centrafrique contre les émeutes. Alors, je sais pas si... Maxime, Maxime, on lancer des fleurs, on va pas venir nous serrer la main en nous faisant la bise. Hein. Maxime, juste, quand vous disiez tout à l'heure, vous voyez bien ce qui va se passer, il va se passer quoi? Je sais pas, vous avez un ancien préfet allemand qui dit qu'on est à 2 doigts de tirer à balles réelles sur les gens dans la rue. Vous avez les renseignements territoriaux qui font des notes de service en disant qu'ils sont en train de voir une colère populaire légitime monter et que ça risque de faire des débordements massifs. Vous avez des unités de gendarmerie, de police nationale qui sont formées à gérer des émeutes. Vous avez des pays comme l'Allemagne qui met ça en place aussi, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Donc, vous avez fait peur, vous avez fait très très peur à nos gouvernants. Ils ont eu peur de la commune. Juste, ça leur a rappelé la commune. Jean-Marie, s'il te plaît. Juste qu'on laisse parler Maxime et Éric. Donc, vous dites quoi? Il va se passer quoi? C'est en janvier? Vous pensez que ça va... Non, j'ai pas de bouche. Je suis pas Madame Irma. Tout ce que je dis, c'est qu'on est assis sur des institutions qu'on vante comme étant géniales. Ou sur tous les murs de nos bâtiments, comme l'Arc de Triomphe que je vois derrière, là, il y a des résistants qui luttent pour délivrer un pays d'une oppression, d'une classe sociale qui les méprise. Et quand on voit ça, là, et qu'on entend la violence était dans la rue, la violence, elle n'est pas dans la rue. En général, quand les gens vont dans la rue en lançant des pavés, c'est qu'ils n'ont plus rien à faire d'autre. La violence, elle n'est pas dans la rue quand il n'y a pas de violence dans les maisons, en fait. Et la violence, elle est de plus en plus forte dans les maisons. Enfin, je sais pas si... surtout quand il y a eu le plus de violence, c'est là où on a été écouté au final. Ouais. Alors là, tous les jours où ça s'est passé pacifiquement, c'est là où il n'y a pas eu de discussion, il n'y a rien eu. C'est grave de dire ça, ça veut dire que... Mais c'est très regrettable que ça se passe comme ça. Mais si on inverse il a fallu de la violence pour qu'il y ait quelque chose qui se débloque un petit peu. Il a fallu qu'il y ait de la violence pour que ça se débloque, pour que ça bouge. Un début, quoi, parce que du coup, ça a vite... Si t'inverses le problème et que tu trouves ça hyper violent de voir des gens lancer des pavés, ce que je peux comprendre, mets-toi dans l'autre sens et essaye de comprendre ce que c'est, à quel point ça peut être violent de te dire ton fils est mort parce que il n'y avait pas d'ambulance pour aller le chercher. Ta grand-mère est morte parce que l'EHPAD, il n'y a pas assez de personnel. Bien sûr, mais tu vois, c'est hyper violent ça dans la vie des gens. Bien sûr. Et quand ça arrive, il n'y a personne pour écouter ces gens-là. Il n'y a personne qui vient leur dire ah oui, l'État est hyper violent, on va porter plainte et puis vous allez... Et Éric et Maxime, vous pensez que s'il n'y avait pas eu les Black Blocs... Oui, mais ça c'est un truc, les Black Blocs. Oui, mais justement, ça a gâché... Ça l'a parasité quand vous regardez, quand vous êtes là en train de chanter le... la Marseillaise, vous êtes en train de chanter la Marseillaise, fier d'être française. Vous défendez quand même un pays qui a été libéré par des résistants.
Et ils n'étaient pas en train de lancer des fleurs, les résistants. Et ils étaient quand même agressés par un système. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre. On ne comprend pas en fait ce que vous dites. Moi, je ne comprends pas ce que vous dites. Moi, je comprends très bien. Ben, moi, je ne comprends pas parce qu'en fait, vous avez juste l'obsession. Alors, je vais essayer de vulgariser. En fait, vous êtes juste anti-système et anti-Macron. Non, au contraire. Mais anti-système et anti-Macron. Vous parlez à quelqu'un qui a porté l'uniforme de l'armée de terre française, qui a défendu le pays aussi. J'ai lu votre Wikipédia. Voilà, mais sur Wikipédia, ça dit que je suis d'extrême droite et que je défends l'extrême droite, c'est pas vraiment vrai. Donc vous ne fiez pas à Wikipédia, c'est pas du vrai journalisme. Regardez un petit peu quand même votre parcours. Mais malgré tout, en fait, c'est quoi en fait votre projet? Parce que vous ne voulez pas être récupéré ni par LFI, ni par le RN. Je crois que vous aviez été approché au moment des élections. On a tous été approchés par les ils ont le droit d'être apolitiques. Non, mais oui, mais moi, j'ai été approché par 2 partis politiques qui m'ont proposé de participer à des élections. On m'a même proposé de l'argent pour plus que j'aille dans les rues. Apolitique pour en faire quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a 13 partis en France qui sont présentés aux élections présidentielles. Partisans. Non, des partis. Partisans, pas apolitiques. Donc vous allez faire quoi? La politique, c'est la gestion de la cité. On veut participer à la gestion de la cité puisqu'on a même revendiqué, c'était une de nos revendications principales, le référendum d'initiative citoyenne. En toute matière, révocatoire, abrogatoire, législatif et constitutionnel. Ça n'a pas été écouté. Maxime, vous avez dit un truc important il y a un instant. Vous avez dit qu'il y a 2 partis politiques qui ont essayé de vous approcher. Et ils vous ont même proposé de l'argent. Pourquoi? Pour éviter qu'on continue à sortir dans les rues. Ouais. Parce que ça faisait chier. Parce que vous comprenez, des gueux qui commencent à gueuler et puis qui, en plus, continuent à gueuler pendant plus d'une semaine. Je vous rappelle que le premier week-end, Emmanuel Macron a dit c'est des gens qui ont besoin de travailler, lundi, ils ne seront plus dans les rues. Bon, il n'y a pas de bol et sur ce coup-là, il s'est loupé. À l'arrivée, vous n'avez vu personne du gouvernement? Vous avez refusé, vous n'avez vu personne? Personne. Non, moi j'ai parlé dans les manifestations à des politiques. Ouais. J'ai réussi à faire dire à des députés de la France Insoumise, par exemple, qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient aucun pouvoir et qu'ils ne changeraient rien. Quand je suis arrivé la première fois à la télé, on m'a fait passer pour un con. Puis après, par exemple, j'ai creusé un truc qui s'appelle la Constitution française. C'est les règles du jeu, l'échiquier sur lequel on est tous. On me demande de faire confiance à des politiques quand, par exemple, on a un article 27 qui est génial qui dit « Tout mandat impératif est nul ». Vous avez tous un emploi, quasiment, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez un emploi, vous avez un contrat de travail. Sur ce contrat de travail, tout est déterminé sur tout ce que vous avez à faire. Et si vous ne le faites pas, il y a des sanctions et vous êtes viré parce que c'est normal que si vous ne fassiez pas votre boulot, on vous dégage. Le seul contrat en France qui n'a pas cette obligation, c'est le contrat politique. Et c'est inscrit dans notre Constitution. Il y a des élections? Les élections, c'est l'article 3. Le peuple est souverain par le biais de ses représentants et par la voie référendaire. Quand vous avez des représentants qui parlent à votre place et qui sont soumis à aucune obligation, à quel moment vous pouvez leur faire confiance? Mais lors des élections, à chaque fois. S'il vous plaît. Oui, donc c'est un peu le syndrome de Stockholm. Celui qui crée le problème, il va nous trouver la solution. Et en plus de ça, il n'a aucune obligation de le trouver. Il y a Jérôme Rodriguez qui m'appelle. Tiens, il m'appelle plus. Bon, il va me rappeler. Jérôme peut me rappeler, il doit nous regarder. Jérôme Rodriguez, c'est vrai qu'il était un autre gilet jaune. Tiens, alors qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qui lui, il a payé très cher, il a un œil en moins. Bah ouais, exactement. Voilà. Jérôme Rodriguez, vous avez des nouvelles des autres gilets jaunes? Parce que c'est aussi un mouvement où vous avez gardé des contacts avec des gens que vous avez pu connaître. Ouais. Ça a créé beaucoup de liens, bah oui. Ouais. C'était une famille à un moment donné. Bah, je sais pas quand vous. Je sais pas comment vous expliquer comment ça fait quand vous vous rappelez certains moments de ce qu'on a pu vivre dans les rues. Hein. Jérôme, bonsoir Jérôme, tu m'as appelé mon Jérôme. Oui. Ça va mon Jérôme, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Tu nous regardes sûrement, on est en direct. Ouais, bonsoir à tous, bonsoir à Maxime, bonsoir à Eric, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Bonsoir à toi, merci de me répondre. On va juste faire dans le concret. Ça va prendre 1 minute. Légumes secs, plus 14%. Légumes en conserve, plus 15%. Légumes frais, plus 34%. Les œufs, 15%. Le beurre et la crème fraîche, 17%. Le papier toilette, 18%. L'huile de tournesol, 20%. Les pâtes, 21%. La viande surgelée, 29%. La viande de poulet, 100%, 2 € le litre de gasoil, les factures d'énergie qui explosent. Voilà c'est quoi aujourd'hui un gilet jaune. Quelqu'un qui ne peut pas joindre les deux bouts encore plus qu'hier. Est-ce que ça c'est du concret? Parce que je pense que c'est ce qu'on voulait. Je ne sais pas si on entend. Deuxièmement, pourquoi aujourd'hui les gilets jaunes sont à la maison, la colère est toujours présente. Il faut juste qu'à un moment donné le plateau comprenne. On s'est fait crever des yeux. C'est-à-dire que pour des délits d'opinion, parce qu'il y a une célèbre pub sur une autre chaîne qui dit pour délit d'opinion, parce qu'aujourd'hui, dans une démocratie qui s'appelle la France, on s'est fait crever des yeux parce qu'on a juste dit on en a marre de raquer, de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Voilà, j'ai pris juste 1 minute. Voilà le problème des gilets jaunes. La vie trop chère. Et où sont les gilets jaunes? Rentrez à la maison parce qu'aujourd'hui, un gouvernement, à défaut de répondre à ses citoyens, envoie la police pour apporter des réponses militaires.
Merci. avec des armes de guerre. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Je t'embrasse. Voilà, Jérôme Rodriguez qui voulait intervenir. Gilles. Oui, mais quand on regarde une carte de France, on voit qu'à Tarbes, il y a encore le mouvement. À Montauban, il y a encore des gilets jaunes, je voyais ça. Et là, on a l'impression que vous, et je comprends tout à fait, au nom de la répression, vous avez souffert dans votre chair, je comprends, Jérôme aussi. On a l'impression que du coup, vous ne voulez pas rallumer le mouvement, alors que le constat, c'est que tout explose. Ma question, elle est simple, c'est est-ce qu'en janvier, là, quand les factures, effectivement, d'électricité vont arriver, est-ce qu'en janvier, vous pensez que le mouvement des Gilets jaunes va repartir et est-ce que vous allez vous impulser? Il ne faut pas se focaliser sur les Gilets jaunes. De toute façon, ça va être les gens en général. Hein. Parce que là, c'est plus du tout possible. Oui, mais les Gilets jaunes, c'est énergétique. Moi, je vais vous répondre par une phrase simple. Ce qui a fait qu'il n'y avait pas assez de gens dans les rues, c'est justement parce qu'on a stigmatisé les Gilets jaunes. En disant, si vous sortez, vous allez sortir avec des casseurs dans la rue, des antisémites, des fachos, des racistes. Et j'en passe. La liste, il manquerait plus que violeurs, presque. Hein. Mais bon, la liste, elle est longue. Moi, je dis à toutes les personnes qui se sentent concernées par ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire à peu près, à minima 11 millions de personnes, c'est quand même pas mal, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus, hein, parce qu'il y a une classe médiane qui est en train de prendre cher. Je leur dis, arrêtez de vous poser la question de savoir avec qui vous allez sortir dans la rue si vous devez sortir dans la rue. Arrêtez de vous poser la question de savoir avec qui vous allez lutter si c'est pour l'intérêt collectif. Parce que justement, le pouvoir médiatique a joué sur les divisions d'opinion et le divertissement pour que les gens ne se posent pas les bonnes questions. Quand j'étais passé ici, j'avais dit une phrase, c'était « Si vous devez vous poser une seule question, c'est quelle est ma place là-dedans ?» Imaginez-vous dans une fourmilière, c'est pas participer à un système, si du jour au lendemain la fourmilière elle doit se casser la gueule, le système va faire tout pour se sauver le cul. Mais vous, en tant que fourmi, quelle est votre place là-dedans? Et je vous regarde tous, hein. Ici, derrière la caméra, tous ceux qui sont sur ce plateau, on a plus ou moins des vies différentes, même grandement des vies différentes. On a tous des moyens financiers différents. Mais demain, si ça explose, je ne pense pas que c'est un billet de banque ou une carte bleue qui va vous sauver. Je ne pense pas que c'est une position dans la société non plus qui va vous sauver. Et pourtant, dans les livres d'histoire, c'est facile de voir que ça s'est déjà produit. C'est facile de voir ce que ça peut produire et c'est facile de voir jusqu'où ça peut aller. On y va, tranquillement, sûrement. Et puis on est encore en train de se dire, je sais pas, c'est comme si vous aviez un 44 tonnes sur l'autoroute, on va taper un mur, tout le monde le dit, tous les experts de la planète, les politiciens, les géopoliticiens, les collapsologues, tout le monde vous dit, on est à 2 doigts, on est à H-3 d'un effondrement systémique, et on est tous en train de se battre pour la couleur des vitres, pour comment on met la ceinture, est-ce que tu es d'accord si je mets un nœud papillon? On n'en a rien à carrer de tout ça. Parce que quand ça va taper, que vous ayez une carte bleue, un costard ou que vous laviez des chiottes, vous allez prendre tarif pareil, en fait. Maxime, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Ce serait quoi la solution? Je sais pas. Qui prend les décisions dans ce pays? C'est le gouvernement. Qui vous dit, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, on gère. Tout va bien se passer. Putain, ça a l'air de vachement marcher leur système. Hein. Tant qu'on sera encore sur un échiquier où les règles, c'est pas nous qui les décidons. Tant qu'on sera dans un système où les gens qui décident sont protégés et se protègent par l'édiction de lois, de processus législatifs et j'en passe et des meilleurs. Eh ben, on sera là en train de se poser des questions. Mais il y a une assemblée, il y a des députés. Une assemblée, ouais. Vous savez ce que c'est le 49-3? Oui, d'accord, mais, mais le président a été élu démocratiquement. Démocratiquement par combien de personnes dans le pays? On n'a pas mis un flingue sur la tempe des gens pour aller mettre un bulletin pour Macron. La démocratie, c'est quand la totalité de la population prend une décision. Emmanuel Macron, il a dit une phrase très importante, qui a mis quasiment un coup de fusil à la démocratie. Il a dit « Je ne serai pas le président du vote blanc ». Quand vous avez 70% du pays qui ne veut pas voter pour quelqu'un qui se représente, et que vous dites « j'ai été élu démocratiquement », j'ai du mal à comprendre. Comment on peut mettre la démocratie en avant? Donc vous êtes contre la démocratie en fait? Maxime. Ah mais non, je ne suis pas contre la démocratie, justement, bien au contraire. Alors c'est quoi votre projet en fait? Il est pour les référendums. Est-ce qu'il y avait des référendums? Des référendums. Et qui va décider en fait? Qui va lancer? Le peuple. Le peuple. Il n'y a que le peuple, il n'y a plus de président de la République, il y a quoi? Comment ça se passe concrètement en fait? C'est vrai, c'est quoi concrètement? Concrètement, on ne comprend rien en fait. C'est quoi concrètement? Outre le fait qu'il n'y a rien qui marche, et ça je suis à peu près d'accord avec vous sur le diagnostic. Votre France idéale. C'est ce qu'il y a de moins pire en fait, ce qu'on a nous. Je vais essayer de l'expliquer différemment. Aujourd'hui, on a un système qui montre qu'il ne marche pas. On est d'accord ou pas? Et où ça marche dans le monde en fait? Est-ce qu'il y a un système non, mais j'essaye d'expliquer. Dans le monde, en fait. Alors, il dit que c'est dans le monde, hein, Maxime. J'ai jamais dit que c'était français. Hein. Ouais, il a dit tout à l'heure, il a dit que c'est dans le monde. Et est-ce que ce système, il est typiquement français ou est-ce que dans la plupart des pays dits démocratiques, c'est à peu près équivalent, le genre de système? C'est-à-dire qu'il y a un Conseil d'État, une représentation nationale, une Assemblée nationale et tout un système hiérarchique qui fait que théoriquement,
on est censé être écouté, on peut voter, on peut donner son avis. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Sauf que le système, il bloque parce qu'on peut donner son avis, mais pas tout le monde. Pas ceux qui ne sont pas d'accord. 70% n'est pas d'accord, on ne les écoute pas. Par exemple, déjà, la démocratie, là, elle en prend un sacré coup dans la gueule. Et puis, admettons, on ne les écoute pas. Donc, il y a une minorité de gens qui vont voter pour un président. Il est élu, démocratiquement. Ouais. Et puis, il arrive au pouvoir. Ouais. Et on n'est pas d'accord. Et à l'Assemblée nationale, comme aujourd'hui, actuellement, il n'est pas majoritaire. Et quand il n'est pas d'accord, il fait 49-3. J'engage la responsabilité. Il l'a fait. N'importe où, il l'a fait. Bien sûr que alors c'est pas le gouvernement qu'on a fait le plus de 49-3, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est dès que ça va pas dans son sens, et puis je sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais les 70% qui n'ont pas voté pour lui, ils sont pas d'accord. Mais il fait un article 44 par exemple, il rappelle tout le monde à 3h du matin, il refait voter tout d'un bloc en n'en ayant rien à foutre des amendements, et puis forcément il était majoritaire. Ça passait pas. Mais donc vous voulez quoi? Un grand soulèvement populaire? Renverser les institutions, le peuple dans la rue? On aurait aimé l'éviter, ça. Hein. Vraiment, on aimerait on aurait aimé l'éviter, c'est-à-dire que vous pensez maintenant qu'on ne peut plus l'éviter? C'est parti pour, en tout cas. Mais c'est parti pour un soulèvement. C'est comme les Gilets jaunes. Hein. On aurait pu discuter bien longtemps avant que les premiers actes se passent. Hein. Ça n'a pas été fait. Hein. Et on a attendu le dernier moment, on a attendu de savoir comment ça allait se dérouler, ce qui allait être cassé, etc., avant de discuter. Donc, Maxime... Il n'y a qu'à ce moment-là où il y a eu des discussions. Sinon, avant. Vous avez obtenu 10 milliards quand même, c'est pas nul, non? On a obtenu 10 milliards. Ça nous coûte plus cher au quotidien pour tous les citoyens. Alors justement, Maxime, ça c'est incroyable. Répondez à cette question, Maxime. Tiens. Ça, c'est intéressant. Je vous jette des miettes et je vais vous dire, soyez satisfaite. C'est un peu comme la fenêtre d'Overton. Vous connaissez la fenêtre d'Overton? Non, mais expliquez-moi. Alors, la fenêtre d'Overton, c'est comment déplacer l'acceptable dans un extrême ou dans l'autre. 10 milliards, c'est pas bien alors, c'est rien, c'est une miette. Non, c'est pas ça, c'est que si je vous dis par exemple du jour au lendemain, on va passer le carburant à 2,50, vous allez me faire, c'est fou, puis vous allez passer 6 mois à 2,50 et on va le baisser à 2 €. Vous allez faire, putain, 2 € ça fait du bien. Il était à 1,10 au départ. Donc vous acceptez ce que vous n'auriez jamais accepté parce qu'on joue avec une fenêtre d'acceptabilité. Donc 10 milliards, moi je veux bien qu'on comme les soldes, Maxime, c'est comme les soldes. C'est un peu ça, peut-être. Donner 10 centimes sur le carburant. Mais si je vous donne 10 milliards aujourd'hui, mais qu'en fait je vous laisse crever 364 jours par an, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, moi, 10 milliards Est-ce que ça a changé à ma vie, moi, 10 milliards? Eric et Maxime. J'ai eu une aide que l'État a donnée de 100 €. Parce que le carburant a augmenté. 100 € divisé par 12 mois sur une vie. Et Eric, tu disais il y a un instant, on n'avait pas envie d'arriver jusque-là. On aimerait que ça soit évité. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous dites là, ce que vous nous annoncez, est-ce que ça peut être évité? Qu'est-ce que vous aimeriez? Vous aimeriez parler à qui? Vous aimeriez que ça se passe quoi? On prend toujours comme exemple les pays où ça se passe moins bien que dans le nôtre. J'aimerais bien qu'on prenne ceux où ça se passe mieux que dans le nôtre. Est-ce qu'il y a un modèle à suivre? Rien que cette phrase. Rien que cette phrase. Où ça se passe mieux. Toujours prendre pour exemple des pays où ça se passe moins bien que dans le nôtre pour dire on n'est pas trop mal lotis. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. En Suède, ça se passe pas. Moi, je préfère qu'on regarde là où ça se passe bien. Donc vous êtes en train de dire que partout dans le monde, ça se passe pas mieux qu'en France, et en France, ça se passe pas bien. Non, je trouve que globalement, on s'en sort pas si mal que ça en France. Il y a plein de trucs qui vont pas, je suis absolument d'accord avec vous. Pas dans la rue du tout, vraiment. Quand vous dites ça, moi, par exemple, quand on vous dit, est-ce que ça a été difficile d'être gilet jaune? Moi, j'ai assisté des gens qui sont morts d'un cancer, par exemple, et qui ont porté le gilet jaune jusque leur dernier jour de vie. Vous voyez? Et je lui fais un coucou à Fabrice, d'ailleurs, qui est aujourd'hui en Ukraine, lui, pour aider les gens, par exemple. Alors qu'il ne fait pas de politique, mais il aide les gens. Il a vu son papa mourir avec un gilet jaune, qui n'avait pas les moyens de se soigner. Alors, je trouve qu'on est bien lotis en France. Oui, c'est valable pour les gens qui se sentent bien lotis. Pour les gens qui se sentent pas bien lotis. Mais quand on a un cancer en France, on est soigné quels que soient ses moyens. Ah mais c'est pas une question de ça. Non, il parlait pas de ça. C'est une question d'accès aux soins. C'est une question d'accès aux médicaments. Mais tout le monde a accès aux soins quand on a un cancer en France. Ah oui, bien sûr, oui, tout le monde a accès aux soins quand on a un cancer en France. Et il y a plein de gens qui meurent de cancer parce qu'ils peuvent pas être pris en charge, parce qu'il n'y a pas assez de médecins, parce qu'il n'y a pas assez de cancérologues, parce qu'il y a des déserts médicaux. Non, les déserts médicaux. Non, des déserts médicaux, absolument, mais pas le cancer. Quand vous avez pas un cancer en France, quand même, je suis désolé. Non, pas pour le cancer. Les déserts médicaux, ça se passe pas bien. Enfin, ça n'existe pas. Quand vous avez un cancer, évidemment que vous pouvez être soigné, puisque c'est marqué que vous pouvez être soigné. Mais quand le seul hôpital qui peut vous soigner, il est à 250 km, vous avez un cancer, votre mutuelle, elle ne prend pas en charge le taxi, qu'il faut que vous préveniez toute votre famille pour aller faire un rendez-vous qui sera dans 4 mois, il y a des gens pour qui c'est pas très simple de faire ça, en fait. Mais Eric, donc oui, sur le papier, en théorie, on est un pays qui fonctionne très bien. Sur le papier, en théorie, il y a des aides sociales, il y a l'assistance médicale pour tout le monde, il y a tout un tas de choses merveilleuses, mais dans la pratique, il y a longtemps que c'est défaillant tout ça. Et qu'il y a des gens qui en pâtissent. Eric et Maxime, aujourd'hui, vous avez repris, j'ai envie de dire, une activité normale. Vous avez pu reprendre une activité normale après tout ce qui s'est passé, ou bien vous avez perdu énormément d'argent avec
avec tout ce que vous... Après, on n'est pas, comme on parlait tout à l'heure, on n'est pas les plus à plaindre. Il y en a qui ont été vraiment condamnés fermement. Il y en a qui ont été blessés, mutilés, qui ont été tués. Non, mais c'est important. Mais quand même, est-ce que vous avez... tout à l'heure, vous nous Après, disiez... c'est dur, mais on ne va pas se plaindre. On a eu beaucoup d'ennuis. Je n'ai pas eu de main arrachée. Bien sûr. Je n'ai pas été tué par une grenade lacrymogène de police. Vous nous disiez au début de l'interview, ça coûte cher d'être gilet jaune. Ça coûte très cher. On a eu des condamnations. Enfin, il y a pas comme plein de personnes, on a eu beaucoup de condamnations, des amendes. On se trimballait sur Paris. Tous les 10 mètres, on avait une amende. Parce qu'on était en terrasse, parce qu'on venait un jour de manifestation, on a eu des 135 € d'amende. On est considéré comme opposant politique radicalisé. D'accord. Attention, hein, on est dangereux, très dangereux. Vous travaillez normalement maintenant, Eric, et vous, Maxime, ça va, ça se passe? Moi, j'ai pas pu travailler en France pendant un bon moment parce que quand un patron recevait mon CV qui voyait mon nom, c'était on vous rappelle. Ouais. Donc j'ai bossé à Monaco un petit peu. J'étais chauffeur de camion poubelle parce que c'est un de mes métiers, chauffeur. Ouais. Et aujourd'hui, je suis dans la branche dans laquelle je suis passionné. D'accord. Tu nous pas la peine de nous dire. Tout ce qui est aéronautique. Je viens de terminer ma licence de pilote de brevet confirmé, mon brevet de pilote confirmé parapente. T'as encore des espoirs dans la vie, en France? Bah, tant qu'on n'est pas mort, il faut garder l'espoir. T'es pas résigné, tu te dis il va avoir, ça il va. Bah non, moi je suis plutôt déterminé. C'est plus dangereux sur le long terme parce qu'on a l'impression qu'en mettant des amendes, en tapant dessus, ils vont se calmer, ils vont rentrer chez eux. Mais du coup, vous me disiez, on peut le dire, on lâche pas l'affaire quand même. Vous me disiez que ça se passait plutôt bien avec la police à chaque fois que vous avez été interpellé, etc. Enfin, entendu, commissariat. Il y a beaucoup de policiers aussi qui se disent gilets jaunes. Ben. Ah ben oui, mais j'ai travaillé 1 an avec Aude Lancelin où j'ai fait des reportages, j'ai interviewé un CRS, j'ai parlé avec beaucoup de policiers. C'est pareil, dans les policiers comme dans la société, il y a des bons et des mauvais. Donc on est tombé sur des flics qui étaient super sympas et des officiers de police judiciaire. Comme chez les gilets jaunes, il y a des bons et des mauvais. Mais c'est la société. Pourquoi il y en aurait des mauvais? En fait, c'est pour ça, gilets jaunes, c'est catégoriser une tranche de la population qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est ça. Mais il y a des gens qui veulent même pas. Bien sûr, qui veulent pas être gilets jaunes, qui disent moi je suis juste un citoyen. Je suis surtout pas gilet jaune, je veux pas être antisémite, raciste, homophobe, sexiste, casseur. Je veux surtout pas être gilet jaune. Mais en fait, est-ce que je suis contre? Il fallait casser le mouvement de toute façon à un moment donné. Donc les médias ont contribué à ça. Donc en fait, le fait qu'il y ait un mouvement a peut-être tué le mouvement. Non, c'est les médias qui ont tué le mouvement. C'est les médias. Comment on tue une révolte? Au début, il y avait un peu de fascination. On a été invités ici. Non, mais nous, on vous a toujours invités. Franchement, Maxime, Eric et là même Jérôme qui m'appelle, que j'ai tout le temps. Mais nous, on a vu, pas de nos yeux, on a vu comment ça s'est passé. Il y a eu de la fascination au début, puis après, ça a été vraiment essayer de casser en trouvant le moindre défaut. Ici, vous êtes toujours venu, Cyril vous a toujours invité. Alors, franchement, Maxime et Eric, et même tous les gens le disent sur les réseaux, je vois plein de gens qui disent, franchement, Cyril, il a jamais été, j'ai jamais été contre vous. Voilà, et j'étais tout. Voilà. Non, après, ça a été les voilà, après, je suis obligé. Tu sais, Eric et Maxime, je suis obligé après de mettre des gens aussi en face. Tu vois, je peux bien pas. Sûr. Voilà. Regarde, on parlait des Black Blocs tout à l'heure. L'Arc de Triomphe qui a fait un truc énorme quand il a été saccagé. Moi, j'y étais à l'Arc de Triomphe. Je sais comment ça s'est passé. On y a été, oui, tous. J'étais dedans, où il y avait les piles de pavés. Ils ont bloqué tous les accès autour de l'Arc de Triomphe, nous ont fait monter tranquillement les Champs-Élysées jusqu'à nous laisser nasser toute l'après-midi là-dedans, en tirant des gaz lacrymogènes. C'est la journée où il y a eu le plus de gaz lacrymogènes tirés dans la journée. C'est plus de 10 000 cartouches. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous avez déjà respiré du CM6CS? Non. Ça fait pas du bien, je vous le dis. Surtout quand c'est toute l'après-midi. Et les gilets jaunes ont protégé la flamme du soldat inconnu, ils étaient tout autour. Et effectivement, il y a un petit groupe de 10 gars habillés tout en noir, on ne sait pas d'où ils sont sortis, puisque tout était fermé. Ils sont arrivés, ils ont pété la porte, ils sont rentrés. C'est eux qui vous ont gangréné. C'est pas une question de ça, c'est une question que quand il y a de la colère, de la fatigue, que vous êtes fait défoncer toute l'après-midi, il y a une espèce d'énervement qui se transmet à tout le monde. Et puis dès qu'on peut décharger un peu de colère, les gens ont déchargé de la colère. Faut pas oublier un truc quand même, c'est que les gens qui étaient dans la rue, là, ils la subissent tous les jours, la violence. Au bout d'un moment, ça sort. Et quand ça sort, c'est un peu comme si je mettais une baffe à un gamin tous les jours, et un jour, il me met un pain. Et le jour où il me met un pain, je fais, vous voyez comment il est violent, ce gamin? Je lui ai mis des baffes tous les jours. Au bout d'un moment, c'est normal qu'il se défende, non? Après, il y avait un monde entre ce qui se passait à la télé et ce qui se passait réellement sur le terrain. Nous, on rentrait de manifestation, surtout cette journée-là. Le constat entre la journée qu'on avait passée et le résumé qui se faisait sur les médias, c'était vraiment à des années-lumière. Très déçu de la journée qu'on avait faite pour que ça soit résumé comme ça à la télé. Nous, on arrivait dès 8h du matin, ça gazait direct. Il y avait tout qui était fait pour énerver les gens, mais vraiment, parce qu'on pense que c'est les gilets jaunes qu'on commence à attaquer, les CRS, tout ça. Nous, on l'a vécu de 8h du matin, où dès le matin ça commençait, on ne voulait pas que les gens soient là. On les éloignait de l'Arc de Triomphe, on a tout fait pour les énerver. Il y avait ça commençait, mais vraiment dès 8h du matin.
Et après, on rentre à la maison et on passe pour des casseurs, on passe pour des gens qui ont attaqué les CRS, tout ça. Franchement, ça fait mal, hein, parce que toute la journée, c'était très compliqué. Hein. Merci, Eric. Et il y a un truc très important sur les dispositifs policiers aussi. Ça, j'ai fait un reportage là-dessus, je l'ai filmé. Quand vous avez du public qui est aux abords de la police, ils ont un visage démasqué, visible, un RIO, c'est le référentiel d'identification obligatoire, donc un numéro d'identification, qui permet à la justice de pouvoir identifier un policier qui aurait commis une bavure, par exemple. Ils sont très calmes, avec de l'armement léger, un gilet correct, une petite gazeuse, et ils sont proches du public. Ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, ils sont un peu plus masqués, en général, on ne voit pas leur visage, ils ont toujours un petit RIO, mais ils ont un peu plus d'armement. Et là où nous, on était, c'est de la Bravem. Là, vous voyez plus de visage, vous voyez plus d'RIO, et vous voyez que de la matraque, du gaz et des gens qui crient parce qu'ils ont mal. Et ça, c'est loin des caméras, loin du public, et loin de ce que retransmettait BFM TV. Et ça, si vous ne me croyez pas, j'ai des images, des heures de vidéos de ça. Mais des heures entières. Où je discute avec des policiers qui sont masqués et des policiers qui ne le sont pas. En leur demandant pourquoi on ne voit pas votre RIO. Un capitaine et un commandant qui me répondent « Ah, c'est dommage. Faites attention parce que dans 5 minutes, ça risque de dégager. » À la base, je voulais juste venir ici, dire ce que j'avais à dire et quitter le plateau en disant « De toute façon, c'est qu'un jeu ici, ça ne sera pas écouté. » Et je suis plutôt agréablement surpris parce qu'on a un temps de parole qui est quand même assez impressionnant ce soir. C'est toujours été le cas, hein, Maxime. Parfois, c'est compliqué. Non, des fois, ça part un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, là, franchement, je dis franchement, Maxime, tu le sais, et tu sais qu'on a toujours, et vous allez laisser toujours vous exprimer. Eric aussi était un des premiers à venir. Alors, dis-moi ce que tu as. Le message que j'ai à faire passer aux gens, c'est si vous vous arrêtez aux étiquettes, c'est vous qui allez y perdre au final. Si vous voulez vraiment que les choses changent, il va falloir arrêter de penser qu'on va pouvoir tomber d'accord sur tout. Moi, je peux pas être d'accord sur certains sujets avec des gens. C'est pas pour autant que j'ai pas été dans la rue avec eux pour lutter pour l'intérêt collectif. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que, c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, quand vous sortez dans la rue, vous ne demandez pas avec qui vous sortez. Peu importe votre méthode d'action, que vous ne vouliez pas aller dans la rue, que vous vouliez y aller, les méthodes d'action, c'est pas simplement de la manifestation. Hein. C'est le fait de sortir le plus du système pour ne pas y participer. Moi, je paye plus de loyer, je paye plus d'eau, je paye plus d'électricité déjà. Je suis autonome, j'ai un van aménagé. Tu as fait un van aménagé, voilà. ce que tu m'as dit. Donc c'est un mode de vie qui est différent. Très bien, mais j'ai l'impression d'avoir un petit appart. J'ai pu me le permettre. Ouais. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais il y a des gens, pour lutter, ils vont aller chercher les jeux à la ferme à 20 km plutôt que d'aller nourrir un gros groupe ou ce genre de choses. Chacun fait comme il peut, lutte comme il peut et prépare l'après comme il peut. Mais pensez plus à l'après qu'à vous battre avec des conneries maintenant parce que vous allez le payer plus tard.